Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Timnandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, la Cour pénale internationale, la CPI, a confirmé le vendredi 27 février un appel à l'acquittement de Mathieu Gunjolo Choui, qui était accusé d'avoir dirigé une attaque contre un village en RDC en 2003 ayant fait plus de 200 morts. Quelle lecture avez-vous de ces derniers rebondissements dans cette affaire judiciaire? Cette affaire judiciaire pose quelques problèmes. Je vais en soulever deux ou trois. Pourquoi cette affaire connaît-elle un pareil rebondissement maintenant? Est-elle utilisée pour faire pression sur les gens de Kinshasa ou simplement pour que la vérité judiciaire éclate? Si elle est utilisée pour que la vérité judiciaire éclate, espérons que le rebondissement qu'il connaît maintenant pourra conduire cette cour à pouvoir interpeller toutes les personnes impliquées dans cette affaire de Mathieu Ngudjolo. Si vous repassez en revue certaines de nos émissions, vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment, nous y avions fait allusion en parlant de l'un ou l'autre de ses proches, dont Manda Sharif, qui déjà, au moment où il comparaissait à cette Cour pénale internationale, affirmait que les gens de Kinshasa étaient impliqués dans ce qu'il y avait eu comme guerre entre les Lendou et les Emma du côté de Kisangani. Donc là, on pourrait être patient et voir si la vérité judiciaire va éclater au grand jour. Mais, je ne me leurre pas du tout parce que je suis convaincu, comme je n'ai cessé de vous le dire, que la guerre qui sévit au Congo est aussi la guerre de la politique et de la justice internationale et que de temps en temps, cette fameuse Cour pénale internationale, il joue un certain rôle. Voilà pourquoi j'en appelle à la constitution d'une Cour pénale africaine pour pouvoir juger tous ces crimes de sang liés à l'exploitation de l'Afrique. Donc, une deuxième considération que je pourrais faire sur cette question, c'est que elle révèle la nature de la guerre qui sévit au Congo depuis les années 1996, je dirais même jusqu'à ce jour. C'est une guerre de prédation, c'est un vol organisé, un vol à main armée. Il y a un conglomérat d'aventuriers qui est venu de l'extérieur du Congo, qui a organisé avec la complicité de ceux qu'il a trouvés à l'intérieur du Congo, qui a organisé des massacres, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité pour pouvoir piller les ressources du Congo avec la complicité des pays extérieurs et des maîtres du monde. Donc, ce rebondissement de l'affaire Mathieu Ngudjolo vient nous rappeler l'importance de l'histoire, d'une bonne maîtrise de l'histoire des 20 dernières années du Congo-Kinshasa. Mais Voilà. Oui. Monsieur Mbelou, sur cette affaire, Mathieu Ngunjolo avait été acquitté en décembre 2012, faute de preuves. Les juges avaient estimé à l'époque que les trois témoins clés de l'accusation n'étaient pas crédibles et que les preuves rassemblées pour l'accusation ne permettaient pas d'établir sa culpabilité. Monsieur Mbelou, tout ceci n'illustre-t-il pas certains dysfonctionnements de cette justice internationale qui, à la quête absolue d'un coupable, a présenté un dossier qui semblait pratiquement vide? Cela illustre
qu'il y a une certaine théâtralisation de ce qui se passe au Congo-Kinshasa et on laisse de côté les véritables criminels ayant commandité cette guerre pour mettre la main sur les petits poissons. On met la main sur les petits poissons pour donner l'impression que la justice va être faite pour que le Congo retrouve ses droits, mais cette justice ne mène nulle part dans la mesure où elle n'implique pas les véritables commanditaires de la guerre contre le Congo. C'est vrai qu'il y a des acteurs apparents, des marionnettes et des nègres de service qui ont servi dans cette guerre en commettant des crimes économiques et des crimes contre l'humanité, mais les commanditaires ne sont jusqu'à ce jour inquiétés par aucune cour, aucun tribunal à travers le monde. Quelques-uns des nègres de service ont pu être quand même inquiétés par la justice espagnole, un peu par le tribunal pénal international pour le Rwanda, mais là encore, les membres du FPR, par exemple, impliqués dans cette tragédie, n'ont pas été du tout inquiétés. Et quand vous lisez le livre auquel je vous renvoie de temps en temps, le livre de Florence Hartmann, Paix et Châtiment, les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale, vous voyez dans quelles circonstances cette cour a été évoquée pour pouvoir s'impliquer dans cette guerre de prédation et de basse intensité ayant sévi dans l'Afrique des Grands Lacs. Mais là, j'ajoute une petite note pour vous dire que je remercie du fond du cœur certains journaux quinois, et beaucoup plus particulièrement le journal Le Phare, qui essaie de s'intéresser à toutes ces questions, parce que présentement, ce que nous avons comme classe politique sur place à Kinshasa n'organise aucun débat autour des questions de fond, comme l'affaire Mathieu Ngudjolo. Tout tourne autour des élections et des élections dans lesquelles sont impliqués depuis 2006 des bandits, des mercenaires, des criminels de guerre et des criminels contre l'humanité, des hommes et des femmes luttant contre la dignité humaine, bafouant la dignité humaine. Voilà, ce sont ces messieurs et ces dames-là qui se sont déjà présentés pour certains et certaines aux élections de 2006, et certains autres se sont présentés aux élections de 2011, d'autres encore vont se présenter aux élections de 2016, si jamais elles ont lieu, au nom de ce qu'on appelle au Congo-Kinshasa la démocratie. Hein, on parle de la jeune démocratie, là où il y a guerre, désolation, destruction de la dignité humaine au nom de l'argent. Donc on fait au Congo-Kinshasa une politique de l'autruche au lieu d'appeler simplement Chacha. Le Congo-Kinshasa est un État manqué, si on peut recourir à l'expression utilisée par Noam Chomsky, un État manqué dont les institutions et les structures formelles ont un dehors démocratique, mais sont vides de contenu, parce que là, il y a prédominance du crime contre l'humanité, du crime de guerre et du crime économique. Hein? Peut-être qu'on va en toucher un mot, ça explique un peu cette affaire Serge Kubla, au cours de laquelle l'un de ses avocats disait qu'il n'y a pas moyen de faire des affaires autrement au Congo qu'en passant par la corruption qui entraîne des crimes, parce qu'il y a eu mort d'homme dans cette affaire Serge Kubla
et Adolphe Muzito à Oui, oui, Kinshasa. on va y revenir tout à l'heure. Finissons d'abord sur Mathieu Gungjulo. Monsieur Mbelo, on se souvient que Mathieu Gungjulo avait convaincu la Cour que lors de ces massacres perpétrés contre les populations civiles dans la localité de Bogoro, en Outuri, et en sa qualité d'infirmier, il était en train d'aider des femmes à accoucher dans un centre médical situé très loin des lieux de ces crimes. Mais alors, qui serait alors les vrais responsables des massacres des Bogoro, monsieur Mbelo? Oui, mais lui, il fait allusion à ce qu'on appelle abusivement les autorités de Kinshasa, et qui sont des criminels de guerre, pour certaines d'entre elles, euh, mais qui ont travaillé main dans la main avec les autorités de, de l'Ouganda et du Rwanda. Et la dame qui fait le commentaire sur ce procès-là, une dame de Human Rights, je ne sais plus maintenant si c'est Human Rights Watch ou euh, une autre ONG internationale entre griffes, rappelle un secret de polichinelle. Elle rappelle le fait que cette guerre a profité aux autorités de l'Ouganda, du Rwanda et du Congo-Kinshasa. Je parle d'un secret de polichinelle parce que quand vous prenez les rapports de l'ONU, le rapport CASEM, on y parle déjà d'un réseau d'élite dans lequel toutes ces autorités-là se retrouvent. Le rapport peut être facilement retrouvé sur Internet avec cette, ce réseau d'élite. Hein, et on sait qui appartient à ce réseau d'élite. Voilà pourquoi je dis que bien que sachant cela, on prend ce réseau d'élite de prédation, on l'implique dans ce qu'on appelle processus électoral et la vie continue comme si de rien n'était. Donc, on fonctionne à partir d'un faux processus politique, à partir d'un faux processus électoral et on croit qu'on est en démocratie. C'est pitoyable, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Très bien, à la sortie de la salle d'audience, Mathieu Gungjulo a été immédiatement appréhendé par des éléments de la police sur ordre du gouvernement hollandais pour être expulsé les soirs vers Kinshasa. Mais on se souvient que quatre compatriotes qui avaient été déférés à la Haye comme témoins à charge et à décharge avaient été expulsés vers la RDC alors qu'ils avaient au préalable introduit des demandes d'asile politique, avaient été appréhendés à leur descente d'avion et conduits manu militari à Kinshasa, à la prison militaire d'Ondolo. Monsieur Mbelou, l'expulsion de Mathieu Gungjulo vers Kinshasa est suspendue pour le moment. Subira-t-il le même sort que les autres précédemment? Et attendons voir, attendons voir. Et là, encore une fois, cette guerre révèle sa véritable nature. C'est aussi une guerre d'extermination des Congolais. Nous ne le dirons jamais assez. Comment voulez-vous que des personnes ayant mis en cause les criminels de guerre et les criminels contre l'humanité qui exercent les fonctions d'autorité politique judiciaire à Kinshasa, vous puissiez renvoyer ces personnes-là vers leur bourreau. Une question qui demande qu'on puisse l'examiner assez sérieusement. Mais il y a là, encore une fois, le dilemme dans lequel le Congolais normal se retrouve aujourd'hui. Que doit-il faire? Dire la vérité sur ce qui se passe dans son pays au point d'en payer de sa vie ou devenir complice de ceux qui ont organisé la mort du Congo. Et souvent, plusieurs Congolais et plusieurs Congolaises se retrouvent dans ce cas-là et choisissent entre l'exil et la mort, l'exil et la prison. Et
de plus en plus, on en a même fait une fois un sujet de notre émission, le Congo est en train de devenir une prison à ciel ouvert. Qui dit la vérité doit mourir ou être emprisonné. Ah, vous voyez tous ces messieurs et toutes ces dames que l'on jette en prison simplement parce que ils ont osé exprimer leur point de vue politique. Voilà, c'est ce dilemme-là qui constitue une question épineuse pour le Congo aujourd'hui. Que faut-il faire? Devenir complice du système de la prédation de la mort ou s'exiler? Que faut-il faire? Accepter la prison ou la mort au nom de la lutte que l'on mène ou se taire? Voilà le dilemme dans lequel plusieurs compatriotes congolais se retrouvent aujourd'hui. Très bien, autre chose. Cité dans une affaire de corruption, Chantal Mouzito porte plainte à Bruxelles. C'est comme ça qu'est commenté à Kinshasa les derniers rebondissements de ce qui est convenu d'appeler l'affaire Mouzito. Quelle lecture vous en faites de cette affaire, Monsieur Mbelou? Cette affaire, c'est un arbre qui cache la forêt. Un arbre qui cache la forêt du fonctionnement du système néolibéral dans lequel le Congo se retrouve depuis plusieurs années. Et cette affaire m'a renvoyé à d'autres affaires ayant déjà eu lieu entre les acteurs politiques congolais et certains acteurs politiques belges. Et là, je renvoie à certains livres qui m'ont aidé à pouvoir comprendre ce travail en réseau et en synergie. Il y a le livre de Vincent Delannoy et Olivier Willock intitulé Le livre noir des Belges zaïanisés, Secret d'État. Secret d'État, le livre noir des Belges zaïanisés. Et il y a un autre écrit par un Belge qui travaille au comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Éric Toussaint a écrit un livre, un petit livre intéressant intitulé Procès des noms exemplaires, Jacques de Groot, directeur exécutif au FMI et à la Banque mondiale pendant 20 ans. Ce petit livre a été publié en 2011 et il y a un autre qui vient d'être publié et qui est déjà dans nos librairies. C'est le livre d'Alain Libert, Les sombres histoires de l'histoire de Belgique. Quand on lit ces livres-là, on se rend compte que depuis plusieurs années, il arrive malheureusement que certaines élites politiques de part et d'autre aient des combines pas très claires, des combines qui permettent à certains individus de s'enrichir, et cela au détriment des peuples, hein, que ce soit du côté de la Belgique ou du côté du Congo, un peu plus du côté du Congo que du côté de la Belgique. Et dans l'article que j'ai publié sur cette question-là, je dis entre autres ceci, que la Belgique peut être dans cette affaire une chance pour le Congo. Pourquoi? Parce que il y a des systèmes de contrôle du côté de la Belgique. Quand on est homme politique, qu'on est parlementaire, il y a un minimum de contrôle face auquel on est constamment confronté. Il y a la peur du gendarme. On se rend compte que le juge d'instruction a su s'attaquer à cette affaire sans trop se dire c'est que le pouvoir exécutif
va en dire. Donc, il y a quand même là, un minimum de séparation de pouvoir qui permet à l'appareil judiciaire belge de pouvoir instruire l'affaire tout en pensant à la présomption de l'innocence des personnes impliquées dedans. Mais du côté belge, il y a cet effort-là. Il y a cet effort, mais il y a aussi les archives qui nous permettent de voir comment certaines affaires allant dans le même sens ont pu être traitées. Mais vous vous imaginez que du côté congolais, il n'y a presque rien. Et puis ce n'est pas la première fois que Mouzito est cité dans des affaires aussi louches de corruption. Non. Un, un, un député national du nom de Gérard Moulumba a dû fermer sa bouche sur une question très sérieuse des immeubles, des maisons, des villas que M. Mouzito avait acquis quand il était aux affaires au Congo. Donc, il y a là une boîte de Pandore qui est ouverte. Espérons que si pas au cours de cette législature au Congo, un jour, après cette législature, ou sur un temps assez long, l'affaire pourra rebondir et Mouzito ou ses héritiers pourront rendre compte de ce qu'ils auront accumulé comme bien mal acquis dans ce pays-là. Mais, la question fondamentale que ce qui se passe entre les deux pays révèle, c'est que le système néolibéral est fondé sur le sang, sur la corruption, sur la mort, sur le mensonge. Et cette question invite à voir comment demain refonder l'État congolais sur d'autres valeurs que celle de la mort. Hier, j'ai suivi sur France 2 un reportage sur la Bolivie. On se rend compte que même de ce côté-ci, du côté de l'Europe, il y a des valeurs sur lesquelles certains pays latino-américains sont fondés, qui pourraient inspirer la pratique étatique au Congo. Hein? Voilà. Mais M. Melou, cette nouvelle affaire semble mettre en lumière les pratiques de corruption largement répandues au Congo, et certains médias belges affirment même qu'il est impossible de faire des affaires au Congo sans la corruption. Mais on se souvient, il y a plus de 20 ans, à la conférence nationale souveraine, il y avait une commission qui était appelée à l'époque commission des biens mal acquis, qui a fait ce travail, qui a recensé tout, qui avait mis en lumière ces comportements du système Mobutu. Voilà, maintenant, 20 ans plus tard, on a l'impression que rien du tout n'a changé. Oui, mais M. Tiengandou, merci pour ce rappel historique. Là vous reposez une question intelligente. Pourquoi y a-t-il eu suspension de la dynamique de la conférence nationale? Pardon. C'est ça la question que vous posez. Si le Congo avait évolué, même si il y avait par-ci par-là des règlements de compte, si le Congo avait évolué dans la dynamique enclenchée à la conférence nationale souveraine, il serait déjà très avancé. Donc, ce que nous revivons ici sont les conséquences de l'interruption d'un processus initié par les Congolais et certains de leurs alliés, et de l'imposition d'un autre processus venu de l'extérieur, un processus de prédation, un processus qui a conduit ce pays-là à s'insérer un peu plus en profondeur dans le système néolibéral. Votre question est très importante. Elle indique le passage des efforts déployés pendant les années 90 par les Congolais pour avoir un autre Congo et la cassure
de cette volonté d'indépendance par un deuxième processus qui a été imposé au pays de l'extérieur. Voilà, les mêmes causes engendrant les mêmes effets. On continue, on poursuit dans ce système de prédation et de mort et de vol et de corruption. Très bien, pour finir un mot sur les derniers séjours de la délégation ministérielle belge au Congo, et suite aux propos tenus par Alexandre Descroix sur les libertés non respectées au Congo, Lambert Mende, comme à son habitude, a fulminé une fois de plus, parlant même des mimétismes coloniaux par procuration auxquels d'autres émissaires belges, en d'autres temps, nous avaient habitués, fin de citation, faisant certainement allusion à Karel Déculte. Monsieur Mbelou, n'est-ce pas un peu exagéré lorsqu'on apprend par exemple que la CESAC, Autorité de régulation des médias, vient de suspendre un proche de Lambert Mende, Lushi Mandjate, qui animait une émission sur la télévision publique nationale et dans laquelle il vilipendait constamment les adversaires politiques de l'actuelle majorité présidentielle. Je me souviens par exemple qu'à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle en 2012, il s'en était pris violemment au cardinal Mosengo et que cela n'avait pas émis les moins du monde Lambert Mende. Je m'excuse. Il y a dans la question que vous posez plusieurs autres questions. Quand avons-nous affaire au relent de colonialisme et de néocolonialisme? Quand est-ce que le gouvernement Mende parle des relents de colonialisme et de néocolonialisme? C'est souvent quand ces pratiques sont remises en cause. C'est vrai qu'en temps normal, entre des États normaux, un minimum de respect devrait exister de façon qu'on n'ait pas des leçons à recevoir de manière asymétrique d'un État et des leçons qu'on ne recevrait pas d'un autre. En temps normal, face à deux États civilisés entre griffes, il aurait été préférable qu'il existe des relations de respect mutuel et qu'il n'y ait pas, d'un côté, des donneurs de leçons et de l'autre, des enfants qui doivent gober les leçons de leur maître. Cela étant dit, souvent, le gouvernement, entre griffes Mende, parle de colonialisme, parle d'impérialisme, quand ces pratiques liberticides sont remises en question. Est-ce normal que nous puissions, comme nous venions de le dire, avoir un Congo ressemblant à une prison à ciel ouvert? Un Congo où les compatriotes doivent à tout moment choisir entre l'exil et la prison. Une première considération. Une deuxième considération. Mende aime beaucoup parler du Congo bashing. Mais comment voulez-vous qu'aujourd'hui, on puisse avoir des études qui vous prouvent que de 2013 jusqu'en 2015, ce pays-là a perdu 17 milliards de dollars. Il y a eu des études, des commissions qui ont été diligentées dans ce pays-là. La commission Lutondola, la commission Bakandeja. Des commissions qui ont montré le dysfonctionnement économique et financier de ce pays-là. Les résultats de ces commissions n'ont jamais été pris en compte. Le pays fonctionne comme si ces commissions-là n'avaient pas travaillé. Et on ne sait pas s'adonner à de remises en question économiques et financières sérieuses. Pourquoi? Parce que souvent,
on doit pouvoir choisir entre la prison et, et la mort. Donc, si ce gouvernement restait attentif aux critiques internes, peut-être qu'il s'épargnerait ces critiques externes. Mais il y a une fermeture interne aux critiques qui fait que, à un certain moment, leurs partenaires extérieurs se sentent obligés d'avoir le ton que Alexander De Croo a eu dernièrement. Une troisième et dernière considération. Comme nous l'avons souligné au début de cette émission, dans un État manqué, les gouvernants essayent de recentrer leur discours sur le mensonge pour torpiller tout simplement la vérité et se donner la bonne conscience. Espérons que ces critiques qu'il y a eu de part et d'autre vont aider les gouvernants des deux pays à pouvoir revenir aux relations faites de respect. Mais vous ne vous respectez pas quand vous organisez un pays sur fond de la mendicité. Vous avez la main tout le temps tendue vers ceux que vous estimez être des néocolonialistes et des impérialistes. Quand les néocolonialistes et les impérialistes vous jettent des fleurs, ils sont vos amis. Quand ils vous critiquent, ils deviennent vos ennemis. Et là, vous sortez de votre réserve pour pouvoir les vilipender. Or, nous savons que plusieurs membres de ce gouvernement-là ne le seront pas s'ils n'avaient pas l'appui de ceux qu'ils estiment être les néocoloniaux et les impérialistes. C'est quel jeu-là? D'une part, bénéficier de tous les bienfaits de ceux que l'on critique, parce qu'ils ont contribué à la promotion de plusieurs d'entre vous, et d'autre part, ne pas accepter que la main qui vous donne puisse être au-dessus de la vôtre qui reçoit. C'est un peu illogique. Hein? Si les mains veulent avoir un pays respecté, respectable, qu'ils cherchent d'abord, à devenir souverain politiquement, économiquement et culturellement. Maintenant, il y en a qui disent, nous devons absolument avoir l'argent de l'extérieur pour organiser les élections. Mais comment voulez-vous devenir souverain quand pour poser un geste de souveraineté aussi banal que les élections, vous devez tout le temps aller demander de l'argent à l'extérieur, pendant que cet extérieur sait que vous avez de l'argent en Suisse, vous avez de l'argent dans les îles Vierges britanniques, sur les comptes de certains individus. Vous en avez en Tanzanie, au Maroc et ailleurs. Et vous avez 300 maisons, 300 villas que vous avez bâties sur le dos de ce pays-là, dont les caisses sont de plus en plus vides. Très bien, merci beaucoup M. Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien M. Etienne Nandou et à la semaine prochaine.